C'est un fait notoire. En Suisse, on aime le travail. Ou, faudrait-il plutôt dire, les entreprises. À en croire les chiffres publiés par la recherche médicale, le fameux adage « le travail c'est la santé » reflète toujours moins la réalité de notre pays. Derrière la pression du rendement et l'augmentation de la productivité, les travailleuses et travailleurs, sans lesquels rien ne serait possible, souffrent. Ils souffrent au point de tomber malades, parfois très gravement. Gonflez vos poumons, soufflez fort. Continuez, inspirez fort. Prenez toute votre énergie. Plus fort, soufflez. Ok. Voilà, libérez vos fossés nasales. Tous les mois ou tous les 2 mois, j'ai des consultations, il faut voir les fonctions pulmonaires, gastro-entérologue, pneumologue, néphrologue, je vais être en oncologie aussi. Bloqué, 5. J'ai beaucoup de médecins, c'est des contrôles vraiment fréquents. Après, la santé, elle s'est empirée, quoi. J'ai subi de nouveau des opérations, c'est un peu difficile. J'imagine que c'est assez lourd pour vous. Ah oui, très lourd. Oui, je me sens chaque fois plus faible, quoi. Là, j'ai l'envie, mais je vois que le corps est flanché. J'ai plus la force. David Francescato est atteint d'une sclérodermie systémique, une maladie inflammatoire auto-immune incurable contractée sur son lieu de travail. À 46 ans, il a toujours été un homme solide, mais il souffre le martyre. Cela fait 10 ans qu'il mobilise son énergie dans un seul but, tenir le coup. Ils m'ont ordonné un nouveau traitement. Il faut que j'essaie un bronchodilatateur. Parce que les fonctions pulmonaires, elles sont pareilles, quoi. Elles sont pas très bonnes. Donc, Vous êtes très médicalisé aujourd'hui? Ah oui, très. J'ai eu beaucoup de médicaments. Oui. Je dois prendre de la morphine. J'ai vraiment des douleurs insupportables. C'est plus une vie, quoi. C'est de la souffrance. Nous avions déjà croisé la route de David Francescato en 2019. Il nous avait alors expliqué comment il était tombé malade. Spécialiste dans l'étanchéification de surface, il manipulait quotidiennement des résines et des solvants toxiques comme le toluène et respirait des poussières chargées de composants chimiques sans protection appropriée. Vous imaginez le toluène dans un espace qui est vraiment confiné, fermé, complet. La tête, elle commençait à tourner. Et puis j'ai appris par les médecins au CHUV que c'était à cause des produits que j'avais ces vertiges et puis toutes ces émanations du toluène qui provoquaient ça. Ne disposant pas d'informations correctes sur les produits qu'il utilisait et la manière de s'en protéger, il s'est exposé au point de voir se déclencher cette maladie rare. On croquait la vie à pleines dents, on avait tout plein de projets et tout ça s'est tombé à l'eau. Petit à petit, la maladie a pris la place et puis il n'y a plus d'espace pour rien, quoi. La famille, ma foi, ils sont malheureux, il faut le dire, parce que en dépression quasiment, parce que voilà, ils peuvent rien faire. Et puis moi, dans un certain sens, je me sens un peu coupable aussi. La sclérodermie systémique est une maladie potentiellement mortelle. Chez les personnes atteintes, les cellules du tissu conjonctif, présent dans l'ensemble du corps, produisent une grande quantité de collagène qui épaissit et durcit le tissu. Au fur et à mesure qu'évolue la maladie, une mauvaise circulation liée à l'altération des vaisseaux sanguins et la rigidification des tissus
peuvent induire une diminution, voire une perte de fonction de tous les organes touchés. Les médecins m'ont dit, vous pouvez vivre 20 ans, comme tout d'un coup, la maladie en 2 mois, elle vous ravage et puis c'est fini. Donc vous voyez, je suis dans un compte à rebours, je sais pas. Sa sclérodermie a été reconnue comme maladie professionnelle par les experts de son assurance accident. Mais son ancien employeur refuse d'admettre toute responsabilité. Tant qu'on est un bon employé, et qu'on travaille et qu'il n'y a rien, on est les meilleurs. Mais dès qu'on tombe malade, on tombe direct dans l'oubli, quoi. Donc c'est ça qui est le plus dur à vivre et puis à accepter, quoi. Dans le système suisse, c'est la loi sur l'assurance accident, la LAA, et son ordonnance d'application qui liste les substances nocives et les maladies professionnelles. La LAA est payée principalement par l'employeur. Elle est destinée à couvrir les frais liés aux accidents et maladies causés par le travail. Les conditions d'indemnisation des maladies professionnelles sont très strictes. Le cas d'Arturo López Martínez en est un bon exemple. Cet homme de 51 ans souffre d'une affection très connue chez les travailleurs de la pierre. C'est la silicose. C'est une maladie professionnelle due à la poussière du quartz. Je m'essouffle un peu parce qu'elle n'est pas encore à un degré très mauvais. Elle est au premier degré. Et là, vous avez un peu de peine à... Oui. Mais bon, je force un peu. J'essaye de me forcer le maximum. Comme ça, après, si je prends un travail, je serai en forme pour travailler. Comme j'ai fait toute ma vie. Ok, comment ça maintenant? 4, 4,5. 4,5, ok. Quand vous avez commencé, vous en étiez à 3. Vous êtes à 100% d'oxygène, ça va très bien. Si vous arrivez à augmenter encore un tout petit peu avant la fin, en fonction de comment vous vous sentez. Ça marche? Quand il manque 2 minutes et demie. Ouais. Allez, courage. On va réapprendre au corps à compenser avec cette maladie pulmonaire et à pouvoir retrouver les capacités de bouger et de vivre sa vie plus normalement. C'est un patient entre guillemets facile, il est très motivé, il se gère, il va lui-même se pousser et faire en sorte de progresser. Donc oui, c'est un patient très impliqué. Ouais. La silicose est une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation prolongée de poussière de silice, un cristal courant d'origine naturelle que l'on retrouve dans de nombreux minéraux comme le sable ou le marbre. Au fil de l'exposition, les poussières se déposent dans les alvéoles pulmonaires et provoquent une inflammation qui, avec le temps, forme des nodules de tissu cicatriciel dans les poumons. L'accumulation de ce tissu cicatriciel diminue l'échange d'oxygène et entraîne une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire. La silicose ne se guérit pas, il n'existe aucun traitement efficace. Aujourd'hui, Arturo López Martínez a une capacité respiratoire réduite. D'origine espagnole, il a grandi dans une famille de marbriers et de sculpteurs de pierre. La menace de la silicose a toujours fait partie de son quotidien. J'ai plusieurs copains qui ont mort avec la silicose. Mais bon, moi, je suis à stade 1. Eux, ils étaient à stade 2 et puis à stade 3. Un copain avec 27 ans, il avait stade 2, il s'est couché dormir et puis il ne s'est plus réveillé. Et puis stade 3, c'est plus grave. C'est avec l'oxygène et puis c'est attendre que ça t'arrive ton heure et puis c'est tout. Des gens qui, comme vous, étaient marbriers? Exactement. Donc, sachant cela, vous vous êtes pas dit c'est important que je me protège? Oui, mais moi, je me protège depuis 10 ans. 10, 12 ans.
dès que j'ai connu la maladie là-bas. Avant, on n'avait pas connaissance. Elle était, mais on n'avait pas de connaissance. Mais sa situation est compliquée. Atteint dans sa santé par la silicose, il souffre également d'asthme et d'apnée du sommeil. J'ai 58 années par heure. Et puis avant les problèmes que j'ai eus, j'avais jamais eu le problème de l'apnée du sommeil. Moi, je dormais bien. Et ça, c'est lié à votre silicose? Et ça, normalement, c'est lié parce que moi, j'avais pas avant. Mais l'apnée du sommeil n'est pas une maladie professionnelle. Et selon l'assurance d'Arturo Lopez Martinez, la silicose provoquée par son travail n'est pas considérée comme la cause principale de ses problèmes respiratoires. Il ne reçoit donc aucune indemnité. En Suisse, le principal assureur accident est la SUVA. 3/4 des actifs du pays y sont affiliés. La SUVA assume parallèlement un mandat public de contrôle et de prévention des accidents et maladies professionnelles auprès des entreprises. Dotée de ses propres experts, la SUVA peut aussi se baser sur des rapports de cliniciens externes pour juger si les problèmes de santé peuvent être considérés comme des maladies professionnelles. Anja Ziska-Scherix est médecin-chef de la médecine du travail. Une maladie professionnelle, c'est une définition, si on veut. On a un diagnostic qui est fait par un clinicien et ensuite, il y a certains critères qui permettent d'établir un lien vraiment causal avec la profession et c'est cette définition-là qui est donnée par la loi. En Suisse, nous avons toujours besoin de démontrer dans chaque cas individuel que le risque est prédominant au travail. Ce n'est pas un risque privé ou récréatif parce que l'assurance accident est financée par l'employeur et c'est pour ça aussi que le lien il doit être vraiment démontré. Pour que le lien entre travail et maladie soit reconnu, il faut que la maladie en question figure sur la liste officielle et qu'elle soit causée par l'exposition professionnelle pour plus de 50%, soit de manière prépondérante. Lorsque la maladie n'est pas listée, il faut que l'exposition professionnelle en soit la cause pour au moins 75%, soit de manière nettement prépondérante. La silicose dont souffre Arturo Lopez Martinez figure bien dans la liste des maladies professionnelles. Mais vu que son travail n'a pas été reconnu comme prépondérant dans ses difficultés respiratoires, la responsabilité de son ancien employeur n'est pas engagée. Cela n'empêche pas la SUVA d'émettre des recommandations. Voilà, ça c'est les papiers où ils me disent que je ne peux pas plus travailler dans mon métier et puis que je suis apte 100% pour un travail sédentaire dans lequel je ne peux pas lever beaucoup de poids, je ne peux pas marcher beaucoup, je ne peux pas prendre de la poussière, des émanations non plus, donc ni du froid ni de la chaleur. Donc ils ne m'expliquent pas, ils ne me disent pas où je peux travailler. Et puis, si je mets tout ça à tous les travaux dans la construction et tout ça, je ne peux nulle part travailler. Il a donc demandé à l'AI, l'assurance invalidité, de lui financer une reconversion. Refusé. Moi, j'ai 51 ans, j'ai plus 20 ans et j'ai plus la même capacité ni les moyens de maintenant payer une formation. Donc, la seule chose que je leur ai demandé, c'était ça, et puis ils me l'ont refusé. Je trouve que ce n'est pas juste. Il s'est donc mis en tête de retrouver du travail, à tout prix. Maintenant, n'importe où, même dans mon métier dans le marbre, parce que s'ils ne me donnent pas de solution, ils ne peuvent pas m'empêcher de manger. Seulement, ça cause un peu de problème si l'entreprise se renseigne, l'entreprise de marbre se renseigne, elle ne va pas me donner du boulot. Mais je dois chercher n'importe où, être maçon, n'importe quoi. Il faut bien que j'amène un salaire à la maison. Quitte à mettre votre santé en danger? Oui. D'abord, c'est mon fils et ma famille. Dans un pays envié internationalement pour la qualité de sa médecine, la santé au travail fait pâle figure. Le sujet est à peine abordé dans les cursus d'études. Seuls 130 médecins du travail exercent en Suisse. Asseyez-vous au bord du lit.
De leur côté, les médecins de premier recours sont plutôt démunis en la matière. Peu ont accepté de nous parler. Anouk Oziek-Marmier nous a ouvert sa porte. Elle préside l'association des médecins de famille de Fribourg. Quand vous m'avez contactée, moi je me sentais pas du tout experte, je me sentais pas du tout à l'aise pour répondre à vos questions. Je me suis dit qu'il fallait le faire parce qu'il fallait bien qu'un médecin de famille avoue notre méconnaissance vis-à-vis de ce sujet. Et c'est ça, en fait, la réticence, je pense, des médecins de famille. C'est qu'on a une méconnaissance totale à ce sujet. Et pour qu'une maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, c'est extrêmement difficile. Il faut que le lien de causalité soit prouvé. Et puis pour lier une lombalgie, un problème de mal de dos, à un port de charge uniquement lié à la profession, c'est très très compliqué. Et ce n'est pas les médecins qui prennent cette décision. Je rappelle que c'est des juristes et les assurances qui prennent cette décision. Voilà, ouvrez la bouche. On l'a vu. En Suisse, les médecins du travail ne courent pas les rues. Conséquence, les maladies provoquées par l'exposition professionnelle sont largement sous-déclarées. À Lausanne, Unisanté est une des rares institutions dotées d'un département de santé au travail. Recherches scientifiques et consultations spécialisées sont menées ici par Irina Gouzeva-Kanou et Peggy Krief. Il y a clairement une sous-déclaration. Cette sous-déclaration s'explique par le fait que, déjà, ce sont des pathologies comme les cancers qui sont multifactorielles. On ne pense pas forcément qu'il peut y avoir, par exemple, pour le cancer bronchopulmonaire, une exposition aussi à l'amiante et au tabac. Et on pense souvent au tabac et du coup, on ne suspecte pas en fait une origine professionnelle liée à l'amiante. Et puis également la latence qui est longue puisqu'il faut entre 10 et 40 ans entre la première exposition et l'apparition du cancer. Donc souvent l'âge diagnostique est fait à la retraite et le lien n'est pas fait à ce moment-là. Les recherches que nous avons conduites dans mon département montrent que le profil de mortalité et de morbidité, notamment par cancer et les cancers qu'on sait qui peuvent être liés à des expositions professionnelles, comme le cancer du poumon par exemple, on voit que les Suisses tombent malades de ce cancer et en meurent autant que dans d'autres pays. Donc on devrait, en moyenne par an, avoir 3000 cancers du poumon liés et reconnus comme cancer professionnel. Et nos statistiques montrent que c'est seulement 150 cas par an en moyenne. Et puis également, juste pour vous donner une idée, on ne recueille plus le métier dans les registres du cancer. Donc c'est difficile après de pouvoir faire des analyses statistiques si on n'a pas les datas pour ce faire. Cette non-reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies induit un effet pervers au niveau de leur prise en charge par l'assurance. Car dans le système actuel, c'est l'assuré qui le plus souvent passe à la caisse. Une injustice que veut corriger Baptiste Urny, conseiller aux États socialistes et président roman de la Fédération suisse des patients. La seule question qui se pose ici aujourd'hui, c'est qui paye la facture? Est-ce que c'est l'assurance Laval? Est-ce que c'est l'assurance LAA? Avec des financements différents et des fonctionnalités différentes. Parce qu'au fond, quelle est la grande différence entre la maladie professionnelle et la maladie pas professionnelle? C'est l'assurance qui prend ça en charge. D'un côté, c'est l'assurance accident, donc il n'y a pas de quote-part, il n'y a pas de franchise, elle est payée et par l'employeur et par l'employé. Puis de l'autre côté, c'est la LAMAL. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le fait de ne pas reconnaître toutes ces maladies professionnelles qui en sont, eh bien, c'est alourdir, encore une fois, la facture de la LAMAL. Parce que pour toute une série de maladies, au fond, c'est l'employé qui a payé son assurance, c'est cette assurance qui va payer. Et c'est ça l'intérêt même de ce combat, c'est de dire, au fond, quand une maladie est professionnelle, eh bien, ça n'est pas à l'employé de payer in fine. Malgré cela, de nombreuses personnes se retrouvent en difficulté financière suite à un problème de santé déclenché par leur travail. Claudine Volu a exercé toute sa vie comme aide-soignante. Employée dans un EMS, elle manipulait quotidiennement des désinfectants. Un jour, la gamme de produits qu'elle utilise change. Ses problèmes commencent. Au début, même l'eau me brûlait. Simplement me laver les mains avec simplement de l'eau, ça me brûlait, le contact. C'est comme une allergie. Ça commence par des irritations, des genres de crevasses, des coupures. Il y a des moments que c'est très douloureux.
Je suis dans le médical et du coup, on désinfecte énormément les mains. Et j'ai développé une dermite toxique et sévère. Mon médecin m'a dit qu'on ne peut pas guérir. Donc maintenant, c'est comme ça. Dans 10 ans, c'est peut-être encore pire, je ne sais pas. Je vois quand même que les mains sont beaucoup plus impactées qu'au tout début que j'avais des pauses. 4 ans qu'elle documente l'état de ses mains sur conseil de son médecin. Les experts de la SUVA ont analysé son cas et déclaré une inaptitude professionnelle. La décision de la SUVA, c'était que en fait, je ne pouvais plus travailler dans ce domaine, vu l'exposition énorme qu'il y avait. Quelle était l'attitude de votre employeur suite à votre problème? Quand la décision de la SUVA est tombée, c'est-à-dire le 29 janvier, il m'a donné le congé pour le 31 janvier, direct. Suite à l'expertise de la SUVA, Claudine Volu obtient une décision de l'assurance accident de son employeur qui s'engage à l'indemniser pendant 4 ans, le temps qu'elle guérisse et se réoriente professionnellement. T'es sûr? Oui, Ça commence bien. 6 mois plus tard, elle trouve un petit boulot temporaire à l'État du Valais. L'assurance décide alors de stopper son indemnisation. Mais lorsque sa période de travail s'achève, elle ne la relance pas. Ah, bébé grandit bien. T'es sûr? Obligée de s'inscrire au chômage, elle se bat avec son syndicat pour que l'assurance relance son indemnisation. Quand j'ai relancé l'assurance accident, du coup, eux, ils ne m'ont pas répondu. Mais j'ai dû prendre les grands moyens, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une autre personne, avocat, juriste, qui ont dû faire relancer l'assurance accident pour voir si elle rentre en ligne de compte. C'est une bagarre perpétuelle, en fait. Et dans quelle situation vous êtes aujourd'hui? Là, maintenant, typiquement, j'ai le chômage qui arrive en fin de droit, donc ça veut dire que je ne vais pas avoir de salaire. Je suis à presque 5 ans de retraite. Qu'est-ce qui va arriver de moi? Donc déjà, depuis 19, j'ai tout perdu par rapport à la LPP, les cotisations et tout ça. Donc je perds énormément avec cet accident. Et du coup, là, maintenant, pendant 5 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai encore un enfant à charge, donc je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Aller au social, c'est pas une solution parce que moi j'aimerais bien trouver du travail, mais voilà, je trouve pas pour m'engager, quoi. Okay. Donc voilà. Sans solution, Claudine Volu se tourne vers l'AI, l'assurance invalidité, qui en Suisse est responsable pour la réorientation professionnelle. Là encore, c'est la douche froide. L'AI, la première chose qu'ils m'ont dit, en tout cas, on ne vous paye pas de formation complète. J'ai dit, oui, mais bon, attendez, à 56 ans, 57 ans, on peut toujours faire une formation, je veux dire un complément en tout cas. Et le non catégorique que j'ai eu, c'était encore tout au début de mon accident professionnel, donc je ne vois pas le lendemain, quoi, en fait. Il y a les cas où la maladie professionnelle mène à l'imbroglio administratif, et ceux où ils peuvent conduire à l'exclusion sociale. Un terme médical revient souvent quand il s'agit de souffrance au travail, les troubles musculo-squelettiques. Profession particulièrement exposée, les femmes de chambre et femmes de ménage. Ça va le genou et tout? Ça va mieux? Oui, ça va mieux maintenant. J'arrive à marcher un peu, mais ça va. Mais... Maria est femme de chambre. Elle travaille pour un sous-traitant important de l'hôtellerie genevoise. Après 9 ans de cadence infernale, son corps commence à lâcher. En arrêt de travail, elle craint de perdre sa place et se tourne vers un syndicat, le CIT, pour chercher conseil. T'arrives tout le temps à aller la chercher à l'école ou des fois t'arrives pas? Des fois j'arrive pas, je demande copine. À notre avis, la sous-traitance, c'est un des facteurs principaux de l'augmentation de la pénibilité du travail et de l'avènement de maladies professionnelles. Disons, ça encourage, ça augmente le risque de se retrouver avec une maladie professionnelle. Pour vous donner une idée, une femme de ménage, dans une journée de travail, elle peut effectuer entre 15 et 30 chambres en fonction du standing de l'hôtel dans lequel elle travaille. On avait fait une brochure il y a quelques années avec des sondages par rapport à la souffrance et aux douleurs au travail. Et 100% des femmes de chambre nous disaient mon travail me fait mal. Et la plupart des femmes de chambre que je connais, dans le collectif du site, on a une 30aine de femmes de chambre,
La plupart d'entre elles, elles prennent des antidouleurs au quotidien pour travailler. Comment ça se passe pour vous? C'est très dur parce que c'est à cause des matelas et les chariots. C'est très lourd. Les produits sont toxiques, c'est fort. Et la pression des gouvernantes, c'est pour faire les travaux vite. Il faut faire les choses très vite et propre et avec minimum de temps. On ne mange pas, on ne fait pas de pause comme il faut. Après, on boit seulement de l'eau, du coca, du Red Bull, café pour prendre le travail. Pour garder un peu d'énergie. Oui, un peu d'énergie, c'est ça. Combien vous gagnez par mois? Ça dépend. Quand tu fais beaucoup de chambres, ça veut dire que c'est beaucoup d'heures. Tu gagnes 2 900, maximum 3 000, à 100%. Et aujourd'hui, vous arrivez à vivre? Non. J'arrive pas à sortir avec ma fille, j'arrive pas à aller au restaurant. C'est compliqué. Une femme de ménage aujourd'hui qui trouve sa situation inacceptable et qui s'en plaint auprès de son employeur, elle risque des conséquences? Dans la plupart des cas, elle sera licenciée. Et c'est bien pour éviter cela que Maria préfère ne pas montrer son visage. D'origine étrangère, elle travaille légalement en Suisse, possède un permis d'établissement et est suivie par un médecin. En ce moment, je ne travaille pas parce que je suis en arrêt maladie. Parce que je suis opérée les genoux. Ça fait 4 mois. Et le médecin elle a dit que c'est maladie professionnelle à cause des mouvements que je fais pendant 9 ans. Et est-ce que ça a été reconnu comme une maladie professionnelle par l'assurance? Non, ils ne sont pas reconnus comme maladie professionnelle. Dans le secteur de l'hôtellerie, restauration, globalement, et par rapport aux femmes de chambre, dans les entreprises qui exercent la sous-traitance, on a un rapport de force qui n'est pas en faveur des travailleurs et des travailleuses, surtout. On est dans des entreprises où le travail se passe dans l'ombre, dans les coulisses. On est avec les femmes de chambre sur un travail qui est à grande majorité féminin. C'est autant de facteurs qui font que ces personnes, c'est plus difficile de visibiliser la cause des femmes de chambre et du coup, c'est plus difficile d'obtenir des améliorations. Mais pour obtenir des améliorations, il faut mener des contrôles, voire sanctionner les entreprises qui, volontairement ou non, mettent leurs employés en danger. Pour cela, il y a les inspections cantonales du travail, les commissions paritaires composées par des représentants du patronat et des syndicats, et il y a la SUVA, mais la tâche est grande et les moyens limités. La SUVA opère 20 000 inspections par année et la Suisse compte près de 610 000 entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur, il est en priorité responsable de protéger ses employés. Donc, en fait, la tâche, elle incombe en premier lieu à l'employeur. Et la sécurité de travail, nos inspecteurs, ils font des contrôles. Quand on constate un manquement avec un très grand risque, un élément peut être qu'on doit stopper l'activité immédiatement. Ça, c'est vraiment en cas de danger immédiat. Ça peut être fait. Sinon, on peut faire aussi des demandes de correction qui doivent être suivies. Et si c'est pas suivi à plusieurs reprises, ça peut amener à une augmentation de primes ou dans un cas vraiment très, très extrême, ça peut amener à une fermeture d'une entreprise. On connaît des cas, mais c'est rare. Autre piste théoriquement possible, se retourner contre l'employeur. Aujourd'hui, c'est une situation véritablement où l'employeur est très bien protégé dans ses intérêts et l'employé moins. En Suisse, c'est très très difficile de manière causale, comme on dit en droit, d'imputer la faute à un employeur. Si on arrive à démontrer, encore une fois, ce qui est très difficile dans la jurisprudence, mais si on arrive à démontrer que c'est son organisation qui est défaillante au point qu'elle a mis
des employés, qu'elle a fait tomber malade des employés, eh bien cette personne-là risque simplement de devoir payer les pots cassés, c'est-à-dire payer le coût de l'opération, rembourser à la LAMAL ou à l'assurance accident ce que ça a coûté, enfin payer tout ce que le cas coûte. Mais dans les faits, et je vous le dis comme avocat, ça n'arrive jamais. David Francescato, lui, bénéficie d'une rente à vie de la SUVA. Sa sclérodermie a été reconnue comme une maladie professionnelle. Mais il veut aller plus loin et a décidé de poursuivre en justice son ex-employeur. Oui, pour tort moral. Oui, parce que mes enfants ont souffert, comme j'ai expliqué. Ils n'ont pas eu un père présent. Mon épouse a souffert et moi, je souffre. Et je ne sais pas combien de temps je vais durer encore, c'est ça le problème. J'ai pas envie de partir et puis laisser des dettes encore à mon épouse. Et puis, si je dois partir, je peux au moins partir serein. La SUVA a reconnu comme maladie professionnelle, mais mon employeur dit non, c'est à cause de la cigarette, parce que j'ai fumé pendant 20 ans. Et qu'ils disent que la culpabilité de ma maladie, c'est la cigarette. Là, ils ont redemandé une expertise qui a été acceptée à nouveau. Donc, je ne sais plus où ça va finir, quoi. Vous estimez que votre employeur est responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui ? Oui. Oui. Vous savez, c'est une entreprise qui a beaucoup d'employés. Donc eux, ils ont l'argent et le temps. Chose que moi, j'ai pas. En Suisse, un nombre croissant d'actifs se déclarent en zone critique s'agissant de stress au travail. Conséquence, le burn-out fait des ravages. Isabelle Vasquez fait partie de ces employés consciencieux qui sont tombés dans le piège. Nous l'avions rencontrée en 2010. Alors experte comptable dans une entreprise horlogère de luxe, elle était victime d'un burn-out sans savoir qu'il allait changer sa vie. J'allume mon ordinateur et puis je n'arrivais pas, tout simplement. Donc j'étais toute la journée en essayant quand même de faire quelque chose et puis j'arrivais pas à grand chose. Et là, je dis bon, je dois quand même voir les médecins, voir s'il peut me redonner quelque chose, s'il peut peut-être me reposer une semaine. Et donc j'arrive chez le médecin et là, il m'a diagnostiqué un burn-out. Il m'a fait voir que c'était pas une question d'une semaine. Une semaine après, j'ai reçu ma lettre de licenciement. La raison, c'était que c'était mon arrêt de travail. Pas le droit de flancher. Oui, absolument pas. Aujourd'hui, à la retraite, elle n'a plus peur de montrer son visage. Mais l'épreuve du burn-out, traversée il y a 14 ans, a laissé des traces. Le burn-out, il y a une fragilité après un burn-out. On entre en contact vraiment avec notre fragilité. Ça, c'est sûr. On est beaucoup plus sensible. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Cette sensibilité m'a créé beaucoup de problèmes. En fait, trop sensible aux gens, les relations difficiles, avoir besoin de beaucoup plus de temps, d'être seule pour pouvoir gérer tout ça. Il y a ces problèmes de fatigue. On dirait que j'ai un réservoir d'énergie qui est tout petit, que je dois prévoir à l'avance qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et même ce que je considère que je peux faire, à un moment donné, ça peut être trop. Donc ça, c'est le problème plus important que j'ai quelque part hérité de burn-out. En Suisse, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Pourtant, il est aujourd'hui défini comme un état d'épuisement émotionnel et physique lié à une exposition prolongée à des problèmes au travail.
Le burn-out est une souffrance pour les personnes actives et il peut aussi coûter cher aux entreprises. En cas de burn-out, c'est 2 ans de salaire perdu et c'est 2 nouveaux cas créés dans l'entreprise. Ce sont les données des entreprises suisses qui ont fait appel à des consultants pour chiffrer cela. Donc, l'investissement dans la prévention aurait un retour énorme. Ça a été montré aux États-Unis, ça a été montré au Royaume-Uni. Il devrait être la même chose en Suisse. En 2022, il y avait 39% des actifs qui se sentaient épuisés, alors qu'ils étaient 25% en 2016. Et c'est vrai qu'il est vraiment important que les entreprises s'impliquent, notamment dans la prévention primaire au niveau de l'organisation du travail, pour enrayer ce phénomène. Et puis s'associer avec des spécialistes de la santé, de la promotion de la santé, de la médecine du travail pour que ça fonctionne. Une prévention d'autant plus importante qu'un burn-out n'est pas une crise passagère. Isabelle Vasquez avait retrouvé un travail qui lui convenait. Des collègues sympathiques, une chef apparemment bienveillante. Mais un jour, une personne s'en va. L'équipe, ainsi réduite, elle doit endosser une surcharge de travail et c'est la récidive. Elle replonge. La deuxième expérience, ça se passait très bien. C'était une petite équipe. C'était vraiment sympa, c'était très familier. Mais là, je me suis trompée. En fait, il y avait vraiment aussi des problèmes relationnels qui étaient cachés et que moi, je n'avais pas arrivé à détecter, à voir. Ça ne se voyait pas, mais c'était là. C'est pour ça que j'ai tombé dans le piège. Moi, je ne crois pas qu'un burn-out soit uniquement une conséquence d'un excès de travail, d'une surcharge de travail et de stress. Il y a toujours un problème relationnel de fond. La prévention contre le burn-out n'est pas du ressort de la SUVA. Car en Suisse, aucune maladie psychique n'est reconnue comme maladie professionnelle. Les maladies qui sont associées au travail, qui sont très fréquentes et qui causent probablement le plus grand nombre d'absentisme au travail, c'est-à-dire des maladies liées à l'appareil locomoteur et les maladies psychiques, ils sont actuellement des maladies en lien avec le travail. Donc la causalité n'est pas démontrée de manière suffisante pour pouvoir être reconnue comme une maladie professionnelle. Maintenant, il y a quand même des nouvelles études que la SUVA a mandatées qui ont montré qu'il y a un lien significatif possiblement entre la dépression et une exposition au travail. Et ça, la SUVA, elle veut savoir plus et elle est actuellement en train de faire en fait un questionnaire dans certaines branches, dans certains secteurs identifiés pour voir si ça se démontre. Mais pour Isabelle Vasquez, la dépression n'a pas grand-chose à voir avec le burn-out. Quand on se retrouve, voilà, on est en burn-out, il y a même beaucoup de gens qui confondent, qui pensent « Ah, c'est une grosse dépression ». Non, c'est pas une dépression. Moi, j'étais pas déprimée et je le savais, j'ai pas pris des médicaments, j'ai pas eu besoin de ça. J'étais pas vraiment déprimée. C'est un épuisement qui touche les côtés psychologiques, les côtés émotionnels, les côtés physiques. Alarmés par la situation, certains politiques essaient d'améliorer la prise en compte de ce problème de santé publique. Malgré cela, en 2018, le Parlement refuse d'inscrire le burn-out dans la liste des maladies professionnelles. Alors aujourd'hui, c'est le stress que Baptiste Turny cherche à faire reconnaître en abaissant le seuil imposé par la loi. Je souhaite qu'en tout cas l'ordonnance qui parle de ce nettement prépondérant puisse passer à quelque chose qui est prépondérant. Ça veut dire que ne plus avoir 75% de probabilité que ce soit dû au travail, mais 50%. En gros, si un médecin dit « vous êtes malade majoritairement à cause de votre travail », eh bien on doit reconnaître que c'est une maladie professionnelle. Les problèmes de burn-out, ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème collectif, c'est notre manière de concevoir le travail et le monde du travail
qui génère le burn-out. Ce n'est pas un problème individuel. Par contre, c'est au niveau individuel qu'on doit tout résoudre.